Bonjour à toutes et à tous, Madame la maire, chère Anne Hidalgo, Mesdames et Messieurs les élus, toutes les organisations internationales présentes ce matin avec nous. Je remercie également toutes les femmes du Cercle du Grand Paris, ici présentes au premier rang, femmes engagées dans ce territoire. Merci à Christian Nibourel d'être ici pour Paris Capitale Économique. Mesdames et Messieurs, chères lectrices et lecteurs de la tribune, merci de votre mobilisation. Il y a quelques jours se tenait ici à Paris le Congrès des maires. Nous avons produit un sondage avec la rédaction de la Tribune et nous avons bien vu aujourd'hui que le sujet des mobilités était un sujet central, à la fois bien sûr face aux nombreuses transitions écologique, transition démographique, que ce sujet justement préoccupait les Français, nos concitoyens, parce que la mobilité c'est un enjeu de liberté, mais c'est aussi un enjeu de vivre ensemble, de partager l'espace public. Je trouve que notre rédaction, en ayant choisi ce sujet de la mobilité durant 2 jours, a bien anticipé le calendrier, puisqu'il y a quelques jours vient d'être adoptée la loi LOM. Donc c'est l'occasion de débattre avec vous pendant ces 2 jours de tous les sujets qui s'appliquent à cette loi LOM. Bien sûr, ce qu'elle propose comme nouvelles opportunités, mais également quelles peuvent être les contraintes. Et je tiens à saluer l'élu justement au transport, Christophe Dajowski, qui est ici présent. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver pour un rendez-vous que l'on veut à la fois interactif, avec bien sûr nos lectrices et nos lecteurs. Vous savez, à la tribune, notre hymne, c'est « Partageons l'économie ». Donc nous avons envie de partager avec vous durant ces 2 jours toutes les bonnes pratiques, que le débat soit libre, pour qu'on puisse justement fièrement apporter cette vision commune que nous avons avec le professeur Carlos Moreno, continuer à ce qu'on puisse dire ici à Paris, en France et à l'international, liberté, égalité, mobilité. Merci à vous. Eh bien, Madame la maire, chère Anne, merci pour donc la présence ce jour. Merci à vous toutes et à tous, les internationaux et les maires adjoints et tous les présents. Je voulais juste dire que ça fait presque jour par jour 4 ans que la COP21 a eu lieu et qu'Anne Hidalgo recevait ici 1000 maires qui voulaient faire bouger le monde, qui continuent à croire que les maires peuvent faire bouger le monde, alors où presque 4 ans après, nous voyons aussi la défaillance des États pour attendre donc ce qui se passe aujourd'hui sur les accords de Paris. Dans quelques jours, on aurait dû avoir la COP25 au Chili et se tiendra à Madrid parce qu'il y a une révolte populaire qui a commencé par une question de mobilité, la hausse du transport. 30 pesos de plus par ticket est devenu un mouvement qui a balayé 30 ans d'une constitution héritière du pinochetisme. C'est-à-dire que la mobilité touche également nos conditions de vie, touche la démocratie, touche la participation citoyenne, touche également un engagement. Bruno Latour, le philosophe, disait il y a peu de jours, nous avons donc aujourd'hui le monde où on vit et le monde dont on vit, pour parler de notre humanité et des ressources qui sont fragiles et qu'on exploite. Et j'ai rajouté à ce moment-là, il y a aussi le monde dans lequel on croit qu'on vit. Le monde dans lequel on croit qu'on vit, il est façonné aussi aujourd'hui à l'heure de l'ubiquité par les réseaux sociaux, les messageries instantanées qui créent un comportement qui n'est plus aujourd'hui en accord avec la fragilité des ressources et l'essence même de l'être humain. Alors où nous avons 400 millions de SUV et que nous n'avons que 2 millions de véhicules électriques dans le monde, qui deviennent la première source de pollution, si le rythme de croissance de consommateurs de SUV continue ce qu'il sera, nous aurons en même pas 10 ans effacé ce qui représente 125 millions de véhicules électriques dans le monde, c'est-à-dire une croissance de 100 fois plus qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lors de ces journées-là, nous voulons faire un appel à tous et chacun, responsables politiques, puisqu'on a besoin du courage. Et la maire de Paris a montré que ce courage est possible donc de le mettre en œuvre, même si les choses parfois peuvent paraître un peu rugueuses. Hier, la maire de Londres, Sadiq Khan, a enlevé la licence à Uber, considérant qu'il mettait en risque la sécurité des voyageurs. Nous avons donc aujourd'hui l'impératif d'écouter les scientifiques, Jean-Joseph Serrala, et je le remercie pour sa présence, les politiques éclairées, Madame Hidalgo, les Safer Cities, et tous ces maires-là aujourd'hui montrent le chemin.
nous avons besoin de vous les entrepreneurs, de vous les citoyens, de vous les activistes, et vous aurez aussi toujours besoin un petit peu de nous, des scientifiques activistes qui croient encore que l'humain a un fond qu'on peut encore relever pour que l'humanité ne disparaisse pas à l'avant de ce siècle, si nous continuons à vivre à l'encontre de ce qui aujourd'hui est l'essentiel, la sauvegarde, non pas de la planète parce qu'elle se portera toujours bien, mais la sauvegarde de la civilisation humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bons travaux, belle déjournée et merci à toutes et à tous pour votre présence. Alors, avant de vous accueillir, Madame la maire chère Anne Hidalgo, je voulais vous dire que peut-être que la rédaction et nos directeurs de la rédaction, qui est là, Philippe Mabi, peut-être ne l'a pas fait exprès, mais je trouve que finalement, cette une avec métro, vélo, Hidalgo, c'est presque un slogan de campagne, mais je précise que vous n'êtes pas encore déclarée candidate, donc ça, c'est un sujet pour plus tard. J'appelle Madame la maire chère Anne Hidalgo. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup et bienvenue. Permettez-moi d'abord de remercier bien sûr Jean-Christophe Tortora de nous avoir proposé il y a plusieurs années, je crois que je n'étais pas encore maire, ce forum avec la tribune, avec tous les acteurs, élus, scientifiques, acteurs économiques, acteurs sociaux, ONG, ici à Paris sur ce que l'on appelait à l'époque la Smart City. Et il y a déjà donc de très nombreuses années, nous nous sommes retrouvés dans cette salle et avant pour échanger, discuter, voir comment les différents acteurs du monde dans lequel nous vivons pouvaient ensemble créer les alliances nécessaires pour que nous puissions tenir les engagements, respecter la planète, respecter la santé de nos concitoyens, tout en assurant une qualité de vie, une économie qui puisse permettre à nos villes et à une ville comme Paris de continuer à avancer, à faire en sorte qu'elle soit aimée, regardée dans le monde entier et qu'elle reste d'ailleurs une ville, une capitale de l'innovation, ce qui est sa vocation aussi première. Et donc, depuis de très nombreuses années, nous travaillons et je pense que le chemin parcouru est un chemin important. Je pense qu'à partir de colloques comme celui-ci et avec la presse, et la tribune fait partie de cette presse, nous pouvons effectivement contribuer à faire changer les mentalités, à faire connaître ce qui parfois passe un peu en dessous des radars, c'est-à-dire toutes ces solutions nouvelles qui peuvent permettre justement de vivre mieux, de se projeter dans un monde qui, lui, ne va pas bien du tout. Je veux remercier les scientifiques qui nous entourent. Bien sûr, Carlos Moreno, parce que Carlos est un des grands inspirateurs des maires, des villes. C'est lui qui a le premier commencé à travailler sur ces concepts de ville-monde et qui nous a permis, à nous les maires des grandes villes, de mieux comprendre quelle était la fonction de nos territoires, ce qui se passait et comment dans la mondialisation, les grandes villes-mondes étaient à la fois la première ligne de front, mais si elles allaient vers une espèce d'archipel qui largue les amarres avec les États, les pays, les grands territoires dans lesquels elles sont implantées, ça pouvait aussi être une catastrophe absolue. Et je veux remercier Carlos parce qu'il fait partie de ceux qui ont très vite conjugué la question des phénomènes urbains, la question du risque climatique et bien sûr la dimension sociale et humaine de ce qui se passe sur nos territoires et de l'interaction entre tous ces éléments. Et puis bien sûr Jean Jouzel, Jean qui fait partie de ces scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, qui nous disent que notre monde a une fin et en fait cette fin va être précipitée si nous ne faisons rien ou si nous ne faisons pas suffisamment. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas suffisamment. Ce que nous disent les scientifiques du monde entier, c'est que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Nous ne sommes même pas sur la trajectoire de l'accord de Paris. Et il y a encore des gens pour nous expliquer ici et là que l'accord de Paris n'est pas contraignant et que ce serait simplement une
voilà, une évocation et une base. En fait, ici à Paris, avec les élus qui m'entourent, et je veux saluer bien sûr Christophe Najowski, qui avec moi a pris beaucoup de risques sur les questions de mobilité, mais je crois qu'on a bien fait. Je veux saluer Jean-Louis Missica qui nous rejoindra tout à l'heure et Emmanuel Grégoire. Mais avec toute l'équipe qui m'entoure, on a décidé assez vite de changer de braquet et de considérer l'urgence comme quelque chose qui nous obligeait à agir plus fortement et plus vite. Et ce sentiment d'urgence, évidemment qu'on l'a éprouvé tous ensemble, et au moment notamment de la COP 21, lorsque nous nous sommes réunis, la COP de Paris, et que dans cette salle, effectivement, Jean-Christophe, tu y as fait référence, nous étions 1000 maires du monde entier réunis pour dire « voilà nos engagements », réunis aussi avec le sentiment que nous faisions pression, et nous l'assumions. Pression sur les États, sur les gouvernements, qui, comme toujours, étaient dans beaucoup d'atermoiements quant à l'idée de conclure un accord et la nature de l'accord, et d'ailleurs il n'était pas contraignant, etc., etc. Mais nous avons décidé, les maires du monde entier, à travers les réseaux que je veux saluer ici, tous les réseaux des maires du monde entier étaient réunis, CGLU, et je vois Emilia, notre secrétaire générale, mais le C40, mais beaucoup d'autres réseaux. Nous nous sommes réunis ici et nous avons fait pression avec les scientifiques, avec les ONG et avec les acteurs économiques qui, pour la première fois, étaient véritablement invités aussi à peser dans une négociation pour l'accord, finalement, ce qui a été l'accord de Paris. Nous avons fait pression et cette pression, nous avons décidé de ne pas la relâcher. Et je crois que nous ne pouvons pas relâcher cette pression. D'abord, nous nous sommes heurtés, je le dis ici, vous le savez, vous l'avez vu pour beaucoup d'entre vous, nous nous sommes heurtés à des lobbies violents et puissants. Avec Christophe Najowski, dès le début de cette mandature, dès que nous avons lancé tous ces travaux, notamment autour de l'accord de Paris et de l'engagement que nous prenions auprès des Parisiens, nous avons reçu des représentants, ils ne se présentent pas comme ça, mais enfin ils en font partie, du lobby du diesel, qui sont venus nous voir en nous menaçant, en nous disant « si vous ne changez pas de discours, on vous fera battre aux prochaines élections et on vous fera passer pour une mauvaise mère et vous verrez ce que vous verrez ». Et on a vu ce qu'on a vu, effectivement. On a vu un bashing orchestré, on a vu de la désinformation volontairement diffusée. On a même vu écrit, pas dans la tribune, mais dans un certain nombre de médias, que moins de voitures, ça faisait plus de pollution. Ça a été écrit, hein. Ça a été écrit, y compris dans des rapports pseudo-scientifiques, hein, où certains ont essayé de manipuler des scientifiques pour trouver ce type de propos. On a surmonté cela. Et avec Christophe et avec toute l'équipe, on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Un, ce sont nos convictions. Deux, c'est ce que nous devons faire. Et si nous cédons à cette pression-là, alors rien ne sera possible. Si les élus de Paris que nous sommes, nous cédons à cela, rien ne sera possible nulle part. Et donc, nous avons décidé d'affronter cela et de faire ce que nous avions à faire, de poser des actes symbolique. Je pense évidemment à la transformation d'une autoroute parisienne, les voies sur berge, en promenade piétonne, tout ce que nous avons fait autour du plan vélo avec des vraies pistes cyclables qui sont des pistes sécurisées, bidirectionnelles, en prenant comme modèle Copenhague. Nous avons fait tout ce travail-là et bien d'autres choses encore. Mais nous avons décidé de le faire et de l'assumer et d'essayer d'expliquer. Parce qu'évidemment, entre les responsables politiques et les citoyens, il y a, voilà, entre l'émetteur et le récepteur, il y a toute une chaîne qui peut informer ou désinformer. Et nous nous sommes dit, eh bien, on va y aller, on va expliquer. Chaque fois qu'on le pourra, on le fera. Ce qu'on a fait. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé, évidemment, au bout de nos peines,
mais le fait que nous soyons déterminés, volontaristes et que nous n'ayons pas tremblé, ça nous a permis aussi de dépasser justement ce stade où on nous expliquait que moins de voitures, ça faisait plus de pollution. Aujourd'hui, je crois que plus personne ne viendra sur ce type de grande facilité et manipulation. Alors, on est loin d'avoir fini. Là, je parle du sujet de la pollution, mais il y a évidemment toute la question des gaz à effet de serre, comment nos villes peuvent devenir sobres, comment nos villes peuvent permettre aussi aux habitants de toute catégorie de pouvoir s'y loger et y venir. Et je veux conclure mon propos introductif sur cette dimension nouvelle qui est apparue aussi au fil de ces années, le fait que l'écologie est un humanisme, qu'on ne peut pas dissocier l'écologie et le social et la solidarité. C'est impossible. Carlos vient de le dire, la plupart des grands mouvements, y compris en France les Gilets jaunes, sont nés d'une colère sociale, souvent à partir des questions de mobilité, souvent à partir de ce qui fait qu'on peut se déplacer de chez soi au travail. Et donc, cette question du lien entre les mesures écologiques et la question sociale est une question fondamentale. Là aussi, avec les villes, les grandes villes du monde, et je veux à nouveau saluer les maires et les réseaux qui sont ici représentés, nous avons décidé de nous engager pour beaucoup d'entre nous dans ce qu'on a appelé une croissance inclusive. Nous travaillons avec l'OCDE, nous travaillons avec l'ONU, nous travaillons avec les grandes organisations internationales pour faire en sorte que l'inclusion soit aussi au cœur de nos projets de ville et que nos villes ne soient pas des endroits de l'entre-soi de ceux qui pourraient se payer les villes et le cœur des villes. Si la ville devenait la ville de l'entre-soi, de ceux qui vont bien, des gagnants de la mondialisation, eh bien la ville ne marcherait pas. Il ne peut pas y avoir de prospérité même économique, même si on reprend les critères classiques de la prospérité économique, il ne peut pas y avoir de prospérité économique s'il y a de l'entre-soi. Parce qu'en fait, l'entre-soi génère du conflit, des guerres, du chaos, quelque chose qui n'est pas bon, d'abord pour les individus, et pour ceux qui ne penseraient qu'à travers l'économie, c'est même pas bon pour l'économie. Donc on a besoin d'avoir des modèles de collectivités, de sociétés inclusives dans lesquelles, notamment, la question des classes moyennes est une question centrale. Ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays qui sont des pays industrialisés notamment, c'est cette peur des classes moyennes qui ont vu partir des élites très loin, qui, elles, ont largué les amarres, qui sont tellement loin qu'on les regarde vraiment de très loin. D'ailleurs, des élites qui ont pensé à un moment qu'elles pourraient changer de planète, qu'elles pourraient imaginer des fusées pour partir sur d'autres planètes, etc., etc. Non, tout ça n'existe pas, ça a été suffisamment dit, il n'y a pas de planète B. Mais bon, ces élites, souvent, sont parties très très loin. Et les classes moyennes regardent leur risque de déclassement et d'aller vers quelque chose qui ne leur garantirait plus la sécurité, la possibilité de penser un avenir pour leurs enfants. Et aujourd'hui, ce sujet-là nous est posé comme un sujet qui fragilise nos démocraties. Les classes moyennes sont un élément fondamental pour maintenir la cohésion de nos sociétés. Et sans cohésion de nos sociétés, il n'y a pas de démocratie possible. On le voit, elles sont fragilisées partout. Ces sujets-là sont éminemment politiques et sont évidemment au cœur des défis que nous avons à relever. Le défi de l'environnement n'est pas qu'un défi technologique, ça se saurait, on l'aurait surmonté s'il ne s'agissait que de cela. Il s'agit de bien autre chose et c'est ce que nous devons continuer à inventer ensemble. Les maires des grandes villes et des moins grandes villes sont à échelle humaine. Être maire, c'est être finalement animateur d'une collectivité humaine à une échelle de démocratie qui est à portée de regard. Certains disent ici à portée d'engueulade, mais c'est à portée de regard, tout simplement, avec les citoyens.
Et je pense que dans les défis que nous avons à relever sur la mobilité, sur tous ces sujets extrêmement importants, et par rapport à ce que Jean Jouzel nous dira tout à l'heure aussi, cette échelle-là de territoire, cette échelle de collectivité humaine, cette échelle démocratique est une échelle absolument indispensable. Avec les maires, notamment l'Association des maires de France, avec François Baroin la semaine dernière, nous avons porté ce message-là. Il nous faut, par exemple, dans un pays comme le nôtre, une nouvelle étape de décentralisation. Il faut faire confiance aux maires. Les maires ne sont pas des contre-pouvoirs. Les maires sont des acteurs d'une transformation sans lesquels rien n'est possible, parce qu'ils sont à échelle, à portée des citoyens, et que ce sont les citoyens qui vont permettre ces changements. Et donc c'est ce grand défi que nous avons devant nous dans un pays comme le nôtre, mais bien au-delà, puisque ce défi est mondial. Je veux vous remercier, vous dire que malgré souvent toutes ces mauvaises nouvelles et ces inquiétudes et ces angoisses que nous avons, nous restons, et je reste optimiste. Je me dis souvent, si à Paris on n'est pas un peu optimiste, alors on peut l'être presque nulle part ailleurs sur la planète. Et ce qui me rend plutôt optimiste dans ce monde, tout en étant lucide, c'est quand même la mobilisation de la jeunesse et la mobilisation de nos adolescents qui nous disent que le monde de demain, celui qu'ils veulent construire, celui auquel ils veulent contribuer, n'est pas du tout celui que nous leur avons, que nous nous apprêtons à leur léguer. Et le fait que ces jeunes, si jeunes, soient aussi lucides, aussi forts mentalement pour se projeter dans autre chose que ce modèle de prédation que nous leur laissons, me rend plutôt optimiste. En tous les cas, écoutons-les. Merci.